Imagine un monde où presque tous les gouvernements vivent à crédit. Pas seulement un peu, non. Leur dette est aussi grande que tout ce que leur économie produit en un an. C'est exactement là où on est aujourd'hui. Les économistes appellent ça un ratio dette sur PIB d'environ 100%. Mais derrière ce chiffre froid, il y a une question simple et inquiétante. Pourquoi les gouvernements sont-ils devenus addicts à la dette et pourquoi personne ne semble capable de les arrêter? Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre trois choses essentielles. D'abord, comment on en est arrivé à ce niveau de dette que l'on n'avait plus vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pourquoi cette dépendance peut, à un moment donné, transformer les marchés obligataires en champ de bataille? Et enfin, ce que tout ça veut dire pour toi, ton épargne, ton avenir. Donc reste bien avec moi, et si tu aimes qu'on t'explique l'économie sans jargon inutile, pense déjà à t'abonner à la chaîne et à laisser un like, ça aide vraiment la vidéo à être vue par plus de monde. Repartons de zéro, c'est quoi la dette publique? Quand un État dépense plus qu'il ne collecte en impôts, il crée un déficit. Pour combler ce trou, il emprunte. Comment? En émettant des obligations, ce qu'on appelle des bons. Une obligation, c'est simplement une promesse écrite. Tu me prêtes 1000 euros aujourd'hui et je te rembourse dans X années avec des intérêts. Les investisseurs, banques, fonds, assurances, même les fonds de pension qui gèrent les retraites, achètent ces obligations parce qu'en principe, l'État est l'emprunteur le plus sûr de toute l'économie. Pendant longtemps, la dette d'État, c'était l'actif ennuyeux mais rassurant. On te disait, si tu veux dormir tranquille, achète des obligations d'État. Mais ce qui était censé être le coin sécurité du système financier est devenu un monstre gigantesque. Et ce monstre a grossi très vite dans les 15 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a enchaîné les chocs historiques. D'abord la crise financière de 2008. Les banques explosent, le système menace de s'effondrer et les gouvernements interviennent massivement pour sauver la situation. Ensuite, la crise de la zone euro, avec plusieurs pays au bord du défaut. Puis, des années plus tard, arrive le Covid. Pour éviter que tout s'écroule, les États peinent des salaires, sauvent des entreprises, financent des systèmes de santé sous pression. Et sans en nom, et comme si ça ne suffisait pas, la guerre revient en Europe avec une flambée des prix de l'énergie et des dépenses militaires. À chaque crise, le réflexe est le même. On emprunte, on verra plus tard. Les États jouent le rôle d'assureur en dernier ressort. Ils indemnisent, protègent, amortissent. D'un point de vue social, c'est compréhensible. Personne ne veut revivre les années 30 avec chômage massif, misère et chaos. Mais chaque fois qu'on sauve l'économie à coups d'emprunt, la montagne de dettes grimpe un peu plus. Et il y a un deuxième ingrédient dans cette addiction. Pendant plus d'une décennie, l'argent a été presque gratuit. Les banques centrales ont laissé les taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs. Résultat, emprunter ne coûtait quasiment rien. Pour un gouvernement, payer les intérêts de la dette était facile. Pourquoi faire des réformes impopulaires, réduire certaines dépenses, augmenter des impôts, quand on peut simplement emprunter à taux zéro? Politiquement, le choix était simple. On reporte les vraies décisions à plus tard. C'est là qu'est né le réflexe dangereux. On se sort des problèmes en empruntant plus. Crise financière, on emprunte. Pandémie, on emprunte. Inflation, on emprunte encore pour compenser. Au lieu d'être un outil exceptionnel pour gérer les moments extrêmes, la dette est devenue un mode de gestion permanent. Mais attention, quand la dette augmente, ce n'est pas gratuit pour toujours. Tant que les taux d'intérêt sont très bas, ça passe. Dès que les taux remontent, les intérêts à payer explosent. C'est exactement ce qu'on a vu après le Covid, avec le retour d'une inflation forte. Les banques centrales ont relevé leurs taux pour la combattre, et soudain, les États ont dû refinancer leurs dettes à des conditions beaucoup plus dures. Aujourd'hui, dans de nombreux pays développés, la dette publique représente l'équivalent de tout ce que l'économie produit chaque année. Et les projections montrent que, sans changement, cette courbe continue de monter. Certains économistes utilisent le terme explosif, parce que le coût du service de la dette, c'est-à-dire les intérêts payés chaque année, commence à manger une part énorme du budget. Et tu vois le problème, plus tu paies d'intérêts, moins tu as d'argent pour le reste, pour la santé, l'éducation, les infrastructures, la transition énergétique, les retraites. Le budget devient une bataille permanente entre le présent et le passé.
ce que tu dois à tes créanciers contre ce que tu voudrais investir pour ton avenir. Dans la deuxième partie, on va aller plus loin. On va voir quand et comment les marchés obligataires se retournent contre les États, ce que sont ces fameux vigilantes des obligations dont parlent certains économistes, et pourquoi, à un moment donné, les investisseurs peuvent décider « stop, on ne veut plus de ta dette à ce prix-là ». Juste avant ça, si ce que tu entends te parle et t'aide à comprendre un peu mieux ce monde de la dette, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Pour toi, c'est gratuit, mais pour nous, ça change vraiment tout. Alors, à quel moment cette montagne de dette devient-elle vraiment dangereuse ? Pendant des années, les gouvernements ont emprunté sans trop se poser de questions parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Les marchés semblaient dire « pas de souci, on vous finance ». Mais il y a un ennemi mortel des obligations d'État, l'inflation. Pourquoi les obligations détestent l'inflation ? Parce qu'un investisseur qui achète un bon reçoit une somme fixe d'intérêt. Si les prix augmentent rapidement, ce revenu perd de sa valeur réelle. Tu touches toujours, disons, 2%, mais si l'inflation est à 5%, tu t'appauvris. Résultat, quand l'inflation monte, les investisseurs exigent des taux plus élevés pour accepter de prêter. Les rendements montent, ce qui veut dire que les prix des obligations baissent. Et soudain, la fameuse sécurité des obligations devient beaucoup moins confortable. Dans les années 70, cette situation a été catastrophique pour les détenteurs d'obligations. Inflation élevée, rendements en flèche, pertes massives. C'est là qu'est née l'idée des bons vigilantes, ces investisseurs qui punissent les gouvernements jugés trop dépensiers en exigeant des taux plus élevés, jusqu'à ce que l'économie ralentisse et que l'inflation redescende. En théorie, si les autorités budgétaires et monétaires ne sont pas disciplinées, les marchés obligataires s'en chargent. Le problème, c'est qu'au cours des 10-15 dernières années, on a vu la dette monter, sans vraiment voir ces vigilantes s'opposer de façon durable. Quelques épisodes, oui, mais pas de frein net. Jusqu'à ce qu'un cas spectaculaire rappelle à tout le monde la brutalité possible du marché, le Royaume-Uni en 2022. Le gouvernement annonce un programme de baisse d'impôts non financé dans un contexte déjà tendu. Les investisseurs font le calcul. Plus de déficit, plus d'émissions de dette, plus de risques. Ils vendent massivement les obligations britanniques. Les prix s'effondrent, les rendements montent en flèche, certains fonds de pension se retrouvent au bord de la rupture. La Banque centrale doit intervenir en urgence. Résultat, si la Première ministre tombe et le message est clair pour les autres capitales, ne jouez pas trop avec la patience du marché. Mais le cœur du problème aujourd'hui, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est surtout les États-Unis. C'est l'économie centrale du système mondial, la devise de référence, le marché obligataire le plus important de la planète. Et pourtant, le pays affiche un déficit énorme, autour de 6 à 7% du PIB en temps de paix, avec le plein emploi. Les intérêts payés chaque année sur la dette fédérale ont explosé. Ils dépassent les dépenses militaires et rivalisent avec les dépenses de santé. Et une part énorme des recettes fiscales sert simplement à payer les intérêts du passé. C'est ce qu'on appelle un piège de la dette. Plus tu as de dettes, plus tu dois consacrer de ressources à la rembourser, moins il te reste pour le reste. Si, en plus, tu dois t'endetter davantage, juste pour payer les intérêts, tu entres dans une spirale très dangereuse. Les économistes regardent les projections américaines et se demandent à quel moment les investisseurs vont-ils dire stop. Mais attention, l'histoire n'est pas la même partout. Regarde le Japon. Sa dette publique dépasse largement 200% du PIB, un chiffre qui ferait hurler n'importe quel manuel de finances publiques classique. Et pourtant, pas de crise obligataire géante, pas de panique permanente. Pourquoi ? Parce que la situation est particulière. Une grande partie de la dette est détenue par des acteurs domestiques, la Banque centrale maintient des taux très bas et le pays a connu des décennies de faible croissance et de faible inflation. En échange, la monnaie s'est affaiblie par rapport au dollar. En termes réels, les investisseurs étrangers ont perdu beaucoup. Ce cas japonais montre une chose. On peut vivre longtemps avec une dette très élevée, mais au prix d'autres sacrifices. Croissance molle, monnaie plus faible, rendement réel faible pour les épargnants. Ce n'est pas un paradis, c'est un choix. Puis tu as la zone euro, qui est un paysage beaucoup plus fragmenté. Globalement, la dette y est importante,
mais pas aussi extrême que dans certains cas. Cependant, l'union monétaire réunit des pays très différents. L'Italie avec une dette élevée, mais un gouvernement qui essaie de rester prudent, parce que l'argent venu de Bruxelles dépend de bonne conduite budgétaire. La France, où les dépenses publiques sont structurellement élevées et où il est politiquement très difficile de réduire certains postes. L'Allemagne, longtemps symbole de prudence, qui se met soudain à parler de centaines de milliards pour la défense et les infrastructures, rejoignant tardivement la fête de la dette mondiale. Et puis il y a un autre regard, presque à l'opposé, porté par certains économistes hétérodoxes. Eux disent: vous voyez la dette publique comme un problème, mais vous oubliez que le déficit de l'État est l'excédent du secteur privé. En clair, quand le gouvernement dépense plus qu'il ne taxe, il met de l'argent net dans les poches du reste de l'économie. Leur argument est simple. Si tu supprimes le déficit, tu supprimes aussi ses excédents. Selon cette logique, on ne devrait pas être obsédé par la réduction de la dette, mais par la stabilité de l'économie réelle, de l'emploi, des revenus. Ils rappellent aussi que les États qui émettent dans leur propre monnaie ne font pas faillite comme un ménage, puisqu'ils peuvent toujours créer la monnaie nécessaire. Sauf que, et c'est là que le débat devient explosif, imprimer de la monnaie et laisser filer le déficit n'est pas gratuit non plus. Le coût potentiel, c'est l'inflation. On revient encore au même point, à long terme, tu ne peux pas distribuer sans limite, financer tout et n'importe quoi par la dette ou par la planche à billets, sans que, à un moment donné, les prix s'ajustent et que la valeur de la monnaie soit attaquée. Si tu es encore là, c'est que le sujet t'intéresse vraiment, et ça, c'est rare. Alors, fais un truc, abonne-toi maintenant, comme ça tu ne perdras pas les prochaines vidéos où on décortique ce genre de sujet, avec profondeur mais sans blabla. Et dis-moi en commentaire, selon toi, la dette publique est-elle un problème urgent à régler ou un faux problème exagéré par les médias? Je lis vos avis et ça m'aide aussi à préparer les prochains épisodes. Dans la troisième partie, on va parler de ce qui, au fond, t'intéresse le plus. Comment cette addiction à la dette touche directement ta vie, ton taux de crédit immobilier, ton épargne, ta retraite, et quels sont les scénarios possibles pour les prochaines décennies. Tout ça, c'est intéressant sur le plan macroéconomique, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour toi? Parce qu'au fond, la dette publique n'est pas juste une histoire de chiffres sur un écran. Elle se traduit en taux de crédit, en impôts, en qualité des services publics, en stabilité ou non de ton emploi. Quand les États doivent payer de plus en plus d'intérêts, ils ont trois grandes options. Soit ils augmentent les impôts, soit ils réduisent en certaines dépenses, soit ils laissent l'inflation grignoter en silence la valeur réelle de la dette. Dans la pratique, ils mélangent souvent les trois, mais toujours avec un objectif politique simple. Éviter d'être ceux qui annoncent des sacrifices trop visibles. Augmenter les impôts, c'est impopulaire et visible immédiatement. Réduire les dépenses publiques, c'est couper dans des choses que les gens voient. Hôpitaux, écoles, infrastructures, aides sociales. Laisser l'inflation monter un peu plus que ce qui serait idéal, en revanche, c'est plus discret. Tu ne reçois pas une lettre disant « on t'a pris 5% de ton épargne ». Mais si les prix montent plus vite que tes revenus, si ton salaire n'est pas indexé, si tes économies dorment sur un compte à faible rendement, tu pèses la facture sans qu'on te l'ait clairement expliqué. C'est ce qu'on appelle parfois l'impôt invisible de l'inflation. Politiquement, il est tentant. Il ne nécessite pas de vote au Parlement, il ne figure pas dans une loi de finances. Il se faufile dans la vie quotidienne jusqu'au jour où les gens réalisent que tout est plus cher et que leur pouvoir d'achat s'est érodé. À côté de ça, il y a une autre stratégie dont on parle moins, mais qui a été utilisée après la Seconde Guerre mondiale, la répression financière. L'idée, c'est de maintenir artificiellement bas les taux d'intérêt que l'État paye sur sa dette, tout en laissant l'inflation un peu plus élevée. Comment? En orientant l'épargne de la population vers les obligations d'État, en imposant des règles aux banques, aux assurances, aux fonds de pension, pour qu'ils détiennent une certaine quantité de dette publique. Résultat, les épargnants reçoivent des rendements nominaux faibles et en termes réels, ils perdent doucement. Mais la dette, elle, s'allège au fil du temps par rapport au PIB.
Tu comprends ce que ça signifie. Dans ce type de scénario, les gros perdants sont les épargnants passifs, ceux qui laissent leur argent sur des supports mal rémunérés sans se poser de questions. D'où l'importance pour toi de comprendre ces mécanismes, même si tu ne comptes pas devenir trader ou économiste, juste pour ne pas être celui qui subit sans comprendre. Et alors, quelles sont les issues possibles de cette addiction à la dette? On peut les résumer en quelques chemins principaux, aucun n'étant parfait. Premier chemin, la croissance forte. Si un pays réussit à faire croître son économie plus vite que sa dette, le ratio dette sur PIB baisse naturellement. C'est le scénario optimiste, plus de productivité, plus d'innovation, plus d'emplois bien payés, des recettes fiscales en hausse, sans forcément augmenter les taux d'imposition. Problème. Dans beaucoup de pays développés, la démographie est défavorable et les gains de productivité sont plus faibles qu'avant. Deuxième chemin, l'austérité brutale. Réduire fortement les dépenses publiques, augmenter certains impôts, pour stabiliser, voire diminuer la dette. Ce chemin a été testé après la crise financière dans plusieurs pays européens. Résultat, croissance faible, tension sociale, montée des populismes. Politiquement, il est de plus en plus difficile à vendre. Troisième chemin, l'inflation modérément élevée pendant longtemps. On laisse les prix augmenter un peu plus que ce que les banques centrales affichent comme objectif, tout en gardant les taux d'intérêt réels bas, voire négatifs. C'est une manière de faire payer surtout les épargnants et ceux qui détiennent des obligations à rendement fixe. Quatrième chemin, la crise ouverte. Un pays perd soudainement la confiance des marchés, les rendements explosent, l'État doit faire un ajustement violent. C'est le scénario attaque cardiaque des finances publiques. Ce type d'épisode, on l'a vu dans certains pays émergents et sous une forme atténuée dans le Royaume-Uni de 2022. Personne ne veut en arriver là, mais plus la montagne de dette grandit, plus le risque d'un accident augmente. En réalité, la plupart des grandes économies vont probablement suivre un mélange de ces scénarios. Un peu plus d'inflation que prévu, quelques épisodes d'austérité ciblée, des tentatives de stimuler la croissance et des règles budgétaires qui reviennent dans le débat dès que les marchés commencent à se crisper. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Cette chaîne n'est pas là pour te donner des conseils magiques d'investissement, mais pour te donner des lunettes avec lesquelles regarder le monde financier. Comprendre que les promesses de tout gratuit à crédit ont un coût, que la dette publique finit toujours par se traduire quelque part, dans tes impôts, dans ton loyer, dans ton taux d'emprunt, dans la qualité des services publics, dans la valeur de ta monnaie. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu fais déjà partie d'une minorité qui essaye de comprendre le système plutôt que de le subir. Alors vraiment, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire en me disant dans quel pays tu vis et comment tu ressens, toi, cette question de la dette publique au quotidien. Est-ce que tu vois des services publics se dégrader, des impôts augmenter, des salaires qui ne suivront pas les prix? On pourra même faire une vidéo dédiée en analysant vos témoignages en fait pays par pays. Parce qu'au final, la dette publique n'est pas qu'un problème de chiffres, c'est une question de choix collectif. Qui paye, quand et comment. Et tant qu'on ne regarde que la surface, plus de dépenses, moins d'impôts, sans comprendre le dessous, on reste manipulable. Ici, on essaiera toujours de faire l'inverse, te donner les clés pour penser par toi-même.